Dans le royaume magique de Grand Gaïa, un grand archimage légendaire est devenu célèbre en tant que héros qui a mené l'humanité à la victoire dans une guerre brutale venue d'un autre monde. Sa maîtrise inégalée de la magie et son leadership ont sauvé d'innombrables vies et restauré la paix dans tout le pays, lui valant respect, admiration et une gratitude éternelle, du moins c'est ce qu'il croyait. Lors d'une grande célébration en son honneur, le roi a soudainement annoncé un décret choquant, le héros même qui avait sauvé le monde devait être banni. Bien que le roi ait reconnu ses exploits, il a affirmé que la puissance écrasante de l'archimage était bien trop effrayante pour être gardée maintenant que la paix était revenue. Pour empirer les choses, le vin qu'il buvait était secrètement mélangé à un agent de scellement, et ses 4 subordonnés élémentaires triés sur le volet se sont retournés contre lui sur la base de fausses accusations de trahison. Quelques instants avant sa mort, il lança un sort de réincarnation secret et se réveilla 3000 ans plus tard dans un hôpital moderne. Quand il se lève, il réalise qu'il s'est réveillé dans le corps d'un lycéen. Shiabana Azuma, ce qui le choque car le gars a le même nom que lui. Les alarmes se sont déclenchées et le personnel médical s'est précipité, et à leur grande surprise, Azuma se tenait debout comme si de rien n'était. Il considère cela comme un miracle, car il est censé être dans un état végétatif, sans espoir. Le médecin se précipite pour lui taper sur l'épaule, mais Azuma est perdu dans ses pensées. Il réalise que le sort de réincarnation a dû fonctionner puisqu'il est en vie et en bonne santé. De plus, il est surprenant qu'il puisse comprendre la langue parlée par le personnel médical, car sa première préoccupation est de comprendre la civilisation de ce monde. Il demande au personnel où se trouve la plus grande bibliothèque. Le personnel hésite à le lui dire, et il utilise le contrôle mental sur l'une des infirmières pour qu'elle lui donne les indications. Azuma voit un sac au loin et il leur demande si c'est le sien. L'infirmière sous son influence dit oui, laissant le médecin confus quant à pourquoi la dame lui dit volontairement tout ce qu'il veut savoir. Azuma prend alors son sac et quitte l'hôpital sans se retourner. Il est à la gare quand il remarque le smartphone dans son sac. Et comme il ne connaît pas cet objet, il demande à la dame à côté de lui. Il l'appelle une plaque de métal. Et la fille lui fait savoir que c'est un smartphone. Azuma utilise alors son pouvoir d'expertise sur le smartphone, et son analyse lui dit que c'est un appareil magique qui peut accéder à pratiquement tout ce qu'il veut, y compris la bibliothèque qu'il recherche. Peu de temps après, il monte dans un train. Et après plusieurs analyses, il se rend compte qu'il n'avait même pas besoin de se rendre à la bibliothèque, car il a pu acquérir les connaissances de base sur le monde grâce au smartphone. Azuma a également compris qu'avec cet appareil magique, n'importe qui peut communiquer avec des gens éloignés, et rechercher ou rassembler instantanément tout type d'informations. Il a pu comprendre que 3000 ans se sont écoulés depuis sa mort, et que la technologie magique a régressé. Elle a été remplacée par la science, et même si cela semble pratique, Azuma pense que ce n'est rien de spécial car ce ne sont que des tours de passe-passe. Il voit qu'il est maintenant dans le monde pacifique pour lequel il a risqué et même sacrifié sa vie pour le protéger. Peu de temps après, il arrive à la maison du précédent propriétaire du corps, et il se rend compte qu'il a perdu toute sa famille. Sur la table se trouve un journal intime, et quand il le prend pour le lire, il se rend compte que le gars voulait mourir parce qu'il est harcelé par ses camarades de classe et même par le professeur. Azuma réalise à quel point la situation est grave lorsqu'il ouvre le smartphone pour voir que le type recevait toujours des messages insultants. La plupart de ces messages proviennent du groupe de discussion du lycée de formation de mages du quartier de Shibuya, où le type étudie. Le lendemain, Azuma se présente à l'école, choquant ceux qui le connaissent. Il s'approche de lui demandant s'il va bien, ce qui choque Azuma, qui leur demande s'il n'est pas censé être à l'école. Un des élèves révèle alors que le rapport dit qu'il a essayé de se suicider parce qu'il ne supportait plus le harcèlement constant. L'arrivée décontractée d'Azuma suscite des questions parmi les élèves, et il essaie toujours de comprendre ce qui se passe quand un rouquin, Tanuji Kiryu, et sa bande, apparaissent. Dès qu'il voit Kiryu, Azuma comprend qu'il est le descendant de l'un de ses subordonnés d'il y a 3000 ans. Kiryu s'approche d'Azuma, lui dit qu'il l'avait déjà prévenu de ne pas venir à l'académie. Kiryu se moque d'Azuma, lui demandant si sa magie a failli le tuer et lui faire perdre la mémoire. Kiryu rit hystériquement d'Azuma, le traitant de perdant. Les subordonnés de Kiryu suggèrent de s'amuser avec lui comme ils le font habituellement. Azuma comprend alors que c'est Kiryu qui traitait l'autre Azuma comme une merde. Ça énerve Azuma et il décide de tester la quantité de mana que le corps possède. Il active sa magie et frappe Kiryu au visage sans crainte. Les spectateurs sont choqués de voir Azuma attaquer Kiryu. Les subordonnés de Kiryu chargent furieusement vers Azuma, mais Azuma n'est pas inquiet, car le mana dans son corps lui convient parfaitement. Azuma esquive facilement les attaquants et les met à terre avec de simples compétences de combat. Il décide alors d'essayer la puissance de son mana, et il déchaîne une puissante vague magique, qui les envoie s'écraser au sol. Kiryu est furieux de l'humiliation qu'il subit actuellement de la part d'Azuma et déchaîne avec colère un canon de feu infernal. Les étudiants sont choqués quand ils voient ça, car c'est un sort puissant qui est interdit sur le terrain de l'école. Les étudiants crient à Azuma de lui dire d'esquiver l'attaque sinon il mourra. Étonnamment, Azuma ne bouge pas d'un pouce, et il active un voile de particules qui anéantit la magie. Le sort d'Azuma brise le canon de feu, et Azuma est soulagé que son sort signature fonctionne toujours.
Kiryu est stupéfait quand ces flammes disparaissent avant d'atteindre Azuma. Même les étudiants qui regardent sont confus car c'est quelque chose qu'ils n'ont jamais vu auparavant. Azuma décide de prendre les choses au sérieux, et ils font sur Kiryu, laissant le gars pétrifié parce qu'il ne s'attendait pas à ce qu'une ordure comme Azuma se défende aussi. Kiryu se considère lui et ses subordonnés comme des élites, et Azuma n'est même pas censé pouvoir toucher un seul de leurs cheveux. Enragé, Kiryu déchaîne une puissante magie qui enveloppe son corps de flamme. Azuma reconnaît la magie de l'ère ancienne et se rend compte qu'il a éveillé son potentiel. Parce qu'il est énervé. Avec tout son corps en flamme, il poursuit Azuma, mais avant qu'il ne fasse son mouvement, Azuma le rencontre à mi-chemin avec un coup de poing dans le ventre. Cela envoie une vague de douleur à travers son corps, et Azuma termine avec une pichenette douloureuse à la tête, qu'il envoie voler. Quand tout se calme, Kiryu et ses hommes sont tous allongés par terre, se tordant de douleur. Les autres étudiants sont à la fois stupéfaits et horrifiés. Azuma, quant à lui, analyse la structure de son corps, et il se rend compte que le mana latent est incroyable. Mais il manque d'endurance pour suivre. Plus tard, Azuma est assis en classe aux côtés des autres élèves. Il se promet qu'il ne laissera pas se répéter ce qui s'est passé dans le passé. De plus, il n'a aucune intention de pardonner aux descendants de ceux qui l'ont trahi. À ce moment-là, il aperçoit un appareil étrange sur la table et demande à la fille à côté de lui ce que c'est. La fille, Shinomi Ali, révèle que c'est un appareil qui permet d'activer la magie moderne à haute vitesse, et ça s'appelle une baguette intelligente. Azuma se rend alors compte que la magie moderne est essentiellement un mélange de science et de magie. En gros, les sorts d'il y a 3000 ans sont maintenant appelés magie ancienne, et ceux qui la pratiquent ont disparu. En raison des progrès de la science, la magie moderne est devenue la norme. La magie moderne est essentiellement basée sur des théories, ce qui semble étrange à Azuma, mais la rend intrigante. Soudain, Azuma réalise qu'il peut réellement créer sa propre magie hybride originale, en combinant la magie moderne avec la magie ancienne, et l'idée l'excite. Après que le professeur ait fini son cours, Azuma demande à Lily si les cours de la journée sont terminés, mais elle lui dit qu'il y a un test d'aptitude mensuel prévu pour la journée. À cause de cela, ils se dirigent tous vers la cour de l'école. Quelques instants plus tard, ils arrivent dans la cour de l'école et sont accueillis par leur professeur, George Todu. Il leur fait savoir que le test du jour sera le plus important à ce jour, car il va décider de leur attribut en tant que mage. Il les exhorte à prendre le test très au sérieux. Comme Azuma a encore beaucoup à apprendre, il demande à Lily de lui expliquer les couleurs des attributs. Lily révèle que les mages de feu sont rouges, tandis que les mages d'eau sont bleus et les mages des ténèbres sont noirs. Apparemment, le mana est canalisé à travers les circuits de mana du corps pour lancer des sorts, mais les circuits ont une capacité limitée, donc la plupart des gens s'en tiennent à un seul élément. C'est ce choix qui détermine sa spécialisation. Peu de temps après, George appelle Azuma sur scène. Avec un visage dégoûté, il lui demande quel élément il va choisir. Avec un visage Azuma confiant, dit à George qu'il n'a aucun intérêt à choisir l'un des éléments, car il est d'accord d'être un sans élément. George pense qu'Azuma plaisante, mais Azuma précise bien qu'il n'a pas l'intention de choisir un seul élément. Cela énerve George car il croit qu'Azuma se moque de lui. Les autres étudiants sont surpris car Azuma choisit d'être un raté. Ils n'arrivent pas à croire qu'il choisit intentionnellement un élément désavantageux. Première fois qu'on appelle Azuma un raté, et il comprend que c'est comme ça qu'on appelle un mage sans couleur à l'ère moderne. Cependant, il n'est pas inquiet car ils se trompent tous. Prendre un chemin biaisé est fondamentalement stupide car rester incolore est le seul moyen d'utiliser pleinement son mana au maximum. George commence à se plaindre, demandant pourquoi quelqu'un d'aussi nul qu'Azuma est même inscrit à l'académie. George menace de frapper Azuma comme il le fait régulièrement. Azuma comprend alors que George est le professeur qui s'en prend toujours à l'ancien Azuma. George dit à Azuma qu'il n'y a aucun potentiel pour les mages sans couleur, mais Azuma n'est pas d'accord, disant que les sans couleurs sont les plus forts. Comme George ne veut pas le croire, Azuma suggère de tester la théorie avec un combat d'entraînement. Azuma est prêt à montrer à George que les sans couleurs sont les plus forts, mais cela énerve le professeur. Il n'arrive pas à croire qu'Azuma le défie sérieusement en duel. Et à cause de ça, il informe les élèves qu'il y a eu un changement de programme. Il leur fait savoir que le test d'aptitude du jour comprendra un combat d'entraînement sans restriction. Lily panique quand elle entend que George n'ajoute aucune restriction au duel, car George est le plus fort de toute la faculté. Avant que le combat ne commence, George dit à Azuma de ne pas le blâmer pour ce qui se passera pendant leur combat. Azuma dit nonchalamment à George qu'il devrait plutôt s'inquiéter pour lui-même. Le match commence, et George sort 2 baguettes intelligentes, affirmant qu'il est le seul dans l'académie qui peut gérer plusieurs éléments. Il combine 2 attaques, le bras de magie moderne, bombe et lance de tonnerre. Tout le monde croit qu'Azuma est fini, car les attaques se dirigent directement vers lui. Mais à leur plus grande surprise, il bloque nonchalamment l'attaque avec un sort de barrière. George regarde avec horreur car ce qui se passe juste devant lui n'est rien de moins que impossible. George lance une autre vague d'attaques sur Azuma, mais il la bloque toujours sans effort. Cela choque George et même les étudiants qui regardent. George continue de lancer toutes les attaques qu'il peut,
mais Azuma s'approche lentement de lui tout en parant toutes ses attaques. George commence à paniquer, et il crie à Azuma de ne pas s'approcher davantage. Azuma s'approche de lui avec assurance, écrase sa baguette intelligente avant de poser sa main sur son épaule et de lui infliger une attaque douloureuse. Azuma dit à George de confesser tout ce qu'il a fait à tout le monde, s'il va le réduire en poussière. Réalisant qu'Azuma ne bluffe pas avec sa menace, George commence à se confesser. Il révèle qu'il a toujours fermé les yeux quand Kiryu et sa bande harcelaient Azuma. Même quand Azuma s'est confié à lui, il l'a quand même battu pour ça. Les étudiants sont horrifiés et déçus en entendant cela, et ils se précipitent pour aller chercher le directeur. George s'effondre à genoux, et Azuma le regarde de haut en lui demandant ce que ça lui fait de perdre contre un mage sans couleur. À cause du combat contre George, Azuma devient une force redoutable en classe parce qu'il a l'air d'être une personne complètement différente. Après les cours de la journée, Azuma se tourne de nouveau vers Lily pour lui parler, ce qui choque la fille. Azuma remercie Lily pour son aide, plus tôt, et le visage de Lily devient rouge d'une rougeur extrême. Azuma aggrave encore les choses pour Lily, en s'approchant d'elle et en lui demandant si elle veut sortir avec lui. Le monde entier de Lily est sous le choc quand elle entend ça. Le visage tout rouge, elle accepte subtilement de sortir avec lui. Cependant, la réalité la rattrape vite quand elle se rend compte qu'Azuma veut dire autre chose. Il veut seulement qu'elle lui fasse visiter l'école et les endroits importants qu'il doit connaître. Après lui avoir fait le tour, Azuma la remercie de son aide, et elle se sent complètement idiote d'avoir espéré. Elle ne parvient pas à contenir ses émotions et commence à s'énerver jusqu'à ce qu'Azuma lui demande quel est le problème. Elle répond rapidement que tout va bien, et pour couvrir son erreur émotionnelle, elle emmène Azuma dans le meilleur bâtiment de l'école, la salle d'analyse magique. Lily lui fait savoir que les étudiants peuvent utiliser la salle tant qu'ils en font la demande. Azuma dit alors à Lily qu'elle peut maintenant terminer la visite car il comprend tout clairement. Il la remercie pour son aide et lui assure qu'il la récompensera un jour pour son aide. Lily est époustouflée par tout ça, ce qui la pousse à demander si ce type est vraiment Azuma. Elle avoue qu'Azuma est une personne totalement différente depuis le début de la journée. Azuma admet qu'il peut sembler différent puisqu'il s'est réveillé la veille. Et ses souvenirs sont un peu confus. Il s'excuse alors de l'avoir inquiété, mais au fond de lui, Azuma est impressionné que Lily soit capable de deviner que quelque chose ne va pas. Une fois cela réglé, Lily s'en va, et Azuma reste dans la salle d'analyse. Azuma pose sa main sur l'ordinateur et lui demande d'analyser la magie ancienne et moderne. Azuma est convaincu qu'avec l'ordinateur, il peut développer une nouvelle magie hybride originale. Azuma sourit, car il a hâte de l'utiliser le lendemain. Soudain, un type apparaît à côté de lui demandant s'il est Azuma. C'est un choc pour Azuma, car il n'a même pas senti la présence du type. Le type se présente comme étant Izuya Katakura, et il fait partie des S4. Azuma est confus quant à ce que signifie S4, et Izuya révèle que cela veut dire les 4 forts. En gros, ceux du groupe sont considérés comme les plus forts de l'académie, et Izuya en fait partie. Izuya dit à Azuma qu'il a entendu dire qu'il avait vaincu Kiryu, qui est aussi membre du groupe. Ce qui surprend Izuya, c'est le fait qu'il soit un mage sans couleur. Cependant, Izuya avoue qu'il n'est pas en colère qu'Azuma ait battu Kiryu, car il n'est pas fan de ce qu'il fait. Pour cette raison, Izuya dit à Azuma qu'il aimerait qu'ils soient amis. Il tend la main à Azuma avec un grand sourire, et Azuma prend un moment avant de la lui serrer et d'accepter l'accord. En se serrant la main, Azuma se rend compte que Izuya lui a jeté une sorte de sort faible, et il suppose que c'est un sort de traçage. Au lieu de s'énerver, il est impressionné, car Izuya est capable de lancer de la magie moderne, naturellement sans utiliser de baguette intelligente. De plus, il voit clairement qu'il est un descendant de son ancien camarade, le mage du vent. Après avoir fini leur poignée de main, Izuya se retourne pour partir et Azuma sourit vivement, car il accepte en fait le défi d'Izuya. Le lendemain, Azuma se rend à la salle des professeurs pour réserver la salle d'analyse, et on lui accorde une heure, de 15h à 16h. Pendant le cours ce jour-là, Azuma n'arrive pas à se concentrer, car il a hâte de se rendre à la salle d'analyse magique. Après l'école, il se dirige directement vers la salle. Azuma se concentre sur la magie ancienne, le grand panneau, qui est une forme de magie ancienne qu'il utilisait à l'époque. C'est une procédure où le mana est prélevé de l'atmosphère, puis condensé dans le monocadre à l'intérieur du corps. Une fois que la magie que le mage veut activer a été déterminée, le mana est transféré du monocadre au cadre d'exécution, et le cercle magique formate finalement l'instable processus en un schéma fixe. Fondamentalement, la précision et la beauté d'un cercle magique sont proportionnelles à la compétence du mage. Le mana s'écoule à travers le cercle magique conçu par le lanceur, et quand il en est libéré, la magie s'active. La magie ancienne, d'un autre côté, ne peut être utilisée que par ceux qui sont choisis. C'est principalement parce que le mana ne peut pas être raffiné dans le corps sans talent magique. Cependant, les choses semblent différentes à l'ère moderne, car le cadre de mana interne et le cadre d'exécution ont été remplacés par un organe appelé le circuit de mana, grâce à l'invention de la baguette intelligente. La baguette intelligente injecte automatiquement du mana dans le circuit de mana du corps, et génère artificiellement un cercle magique pour activer le sort. Pour faire simple,
Ils ont pu créer un processus plus généralisé, rendant possible l'activation de la magie sans aucune différence personnelle innée. Cependant, en raison de la manualisation de la procédure, la puissance de la magie a diminué par rapport à la magie ancienne. Et comme on pouvait s'y attendre, sans la baguette intelligente, il n'y a aucun moyen d'utiliser la magie. Avec tout cela, Azuma comprend que créer la magie hybride qui mélange les technologies anciennes et modernes est le but ultime. Cependant, pour ce faire, il sait qu'il doit maîtriser la magie moderne au plus haut niveau afin de pouvoir conquérir tous les attributs. Il prévoit d'utiliser l'ordinateur quantique pour effectuer les calculs pour la théorie de base de sa magie hybride hypothétique. Azuma saisit ces données, et une fois qu'il a terminé, il décide d'aller se chercher à boire et d'attendre que les résultats des calculs soient sortis. Soudain, il est projeté dans un espace magique où il se retrouve en train de tomber. Il comprend vite qu'il est actuellement attaqué par quelqu'un qui manie la magie moderne, mais le problème est qu'il ne peut pas voir la personne. C'est alors qu'il réalise qu'il n'y a qu'une seule personne qui a échappé à son radar, et c'est Izuya. Azuma n'arrive pas à croire que le type passe déjà à l'action alors qu'il a suggéré qu'ils deviennent amis. Puisqu'Izuya n'hésite pas à l'attaquer, Azuma prévoit de lui apprendre ce que signifie être son aîné. Comme il est impossible qu'Izuya l'ait téléporté dans le ciel, Azuma en déduit qu'il s'agit d'un sort d'altération de la perception pour lui faire voir les choses ainsi. C'est le même type de magie qu'Izuya utilisait dans le passé, et Azuma est surpris qu'il n'ait pas changé. Néanmoins, Azuma est curieux de voir ce qui se passera s'il continue sa chute libre. À ce moment, un groupe de bêtes magiques artificielles apparaît de nulle part. Azuma est forcé de lancer une barrière magique, et il comprend qu'il va rester sur la défensive s'il ne peut pas localiser où se cache Izuya. Azuma prépare son coup et décide d'utiliser la magie de décélération pour arrêter sa chute. Mais soudain, il réalise qu'il tombe dans une mine magique. C'est là qu'il comprend que Izuya a déjà placé des contre-mesures dans l'espace magique, qui réagiront toujours au sort qu'il active. Azuma arrive à la conclusion rapide qu'il doit détruire les mines avant qu'elles explosent, provoquant une explosion en chaîne. Azuma croit avoir tout sous contrôle jusqu'à ce qu'il se retrouve soudainement en lévitation dans un espace vide sans atmosphère, ce qui l'empêche de respirer. Il est toujours aux prises avec cela quand un tas d'explosions secoue l'espace, et c'est là qu'Azuma décide finalement qu'il en a assez. Azuma se rend vite compte qu'il risque de suffoquer et de mourir s'il n'agit pas rapidement. Pour couronner le tout, l'espace magique est complexe à construction, telle une œuvre d'art. Comme il sait comment Izuya fonctionne, il est presque sûr qu'il se cache quelque part et regarde, afin de pouvoir assister à sa mort. Cela signifie que tout l'espace n'est pas autonome, donc Izuya est certainement à proximité et regarde à travers un Judas. Azuma en conclut que sa sortie consiste à trouver le Judas, et il se met en mode de concentration à 100%. Izuya voit cela et croit qu'Azuma abandonne enfin, mais en même temps, il n'est pas prêt à reculer. Soudain, une grande explosion secoue l'espace, et c'est grâce à Azuma qui canalise tout son mana concentré dans son cadre d'exécution et le libère d'un coup. Izuya est choqué en voyant cela, mais Azuma ne se retient pas et continue d'étendre son immense cercle magique. Il prévoit d'exposer l'anomalie dans l'espace et de localiser le point d'observation d'Izuya en faisant cela. Après quelques instants, il localise enfin Izuya, et il ne perd pas de temps à exploiter l'espace. Il brise la magie d'Izuya et se retrouve dans la salle de magie. Avec cela, il confirme qu'Izuya utilisait une magie d'altération de la perception. Azuma quitte alors la pièce pour trouver Izuya là où il est assis. Azuma s'approche de lui demandant pourquoi il voudrait lui faire du mal alors qu'il lui a dit plus tôt qu'il aimerait qu'ils s'entendent bien. Izuya se lève d'un bond, excité, disant à Azuma qu'il est tout ce qu'il imaginait de lui. Izuya parle de la facilité avec laquelle Azuma a traversé la magie d'illusion et a lancé la magie de lévitation sans incantation. Izuya dit à Azuma qu'il est une personne incroyable pour être capable de faire cela. Izuya continue de danser en comparant la technique d'Azuma à la plus belle œuvre d'art du monde. Il dit à Azuma qu'il est incroyable, et qu'il aimerait comprendre circuit magique. Soudain, le visage d'Izuya change alors qu'il dit à Azuma que ce qu'il aime le plus, c'est de voir quelque chose de beau se faire détruire. Avant qu'Azuma puisse réagir, il se rend compte qu'Izuya a pris une longueur d'avance sur lui à nouveau, et qu'il est tombé dans un autre de ses sorts. Izuya active alors son sort magique, pluie de météores, et un tas de matériaux de construction d'emballés vides dans les airs pour commencer à tomber sur Azuma dans une tentative de l'empaler. Même avec un certain nombre de matériaux tranchants venant vers lui, Azuma garde son sang-froid. Juste avant que les pics ne descendent sur lui, il parvient à créer une barrière pour les bloquer. Cependant, Izuya se moque de lui disant qu'il veut voir combien de temps il va tenir. Izuya continue de lancer plusieurs matériaux sur Azuma, le forçant à continuer d'esquiver. Et sans aucun doute, il se rend compte qu'Izuya essaie de le coincer. Avant qu'Azuma ne s'en rende compte, il se retrouve au milieu de matériaux de construction qui visent à l'achever. Azuma continue de tenir bon, mais Izuya se moque de lui disant qu'il atteint déjà sa limite. Izuya va alors plus loin en tirant un avion vers l'emplacement d'Azuma. Izuya se pavane dans les airs en disant à Azuma qu'il est dans son monde. Izuya dit à Azuma qu'il est curieux de voir comment il va bloquer sa dernière attaque.
Azuma lève la main en l'air, mais en même temps, il concentre son attention sur son environnement. Pendant ce temps, Izuya prévoit de le piquer avec une aiguille, mais juste au moment où il lance l'aiguille sur Azuma, il annule le sort qui protégeait l'avion. Cela choque Izuya, et il regarde l'avion s'écraser. Cependant, il s'avère que c'est une illusion, et son attaque principale était l'aiguille. Azuma a réussi à voir clair dans son jeu, et il a attrapé l'aiguille assez facilement. Azuma se moque de lui disant qu'il a déjà percé ses stratagèmes à jour. Azuma explique que le sort qui manipulait quand laissait tomber les débris n'était qu'un leurre. Izuya avait laissé tomber de vrais objets comme des poteaux et des plaques de métal, mais il a ensuite enchaîné avec un illusoire pour attirer son attention. Pendant qu'Azuma était distrait, il a alors lancé l'aiguille magique imprégnée d'un sort de perturbation de la conscience, ce qui était le véritable coup d'Izuya. Azuma sourit car même la prétendue pluie de météores d'Izuya n'était qu'un bluff. Azuma félicite Izuya pour son travail acharné, mais lui fait savoir que tout ce qu'il essaie de faire est inutile. Izuya conteste cette possibilité, disant qu'il est impossible qu'Azuma ait pu voir à travers sa magie. Parce qu'aucun mage d'envergure ne peut sentir quand il active sa magie. Izuya dit que ce n'est possible que si la personne est un légendaire archimage d'il y a 3000 ans. À ce moment, Azuma lui dit que parce que sa magie était excellente, il va mettre fin au combat avec subtilité. Il fonce vers Izuya à une vitesse à laquelle il ne peut réagir, et lui dit qu'il a utilisé trop de magie devant lui, ce qui lui a donné la chance de l'analyser. Azuma pose sa main sur la poitrine d'Izuya et déchaîne un cercle magique qui envoie une vibration de douleur à travers son corps. L'effet magique se déclenche, et Izuya crie de douleur avant de s'évanouir. Azuma se tient au-dessus de lui avec un sourire, car il a gagné la bataille. Pendant qu'Izuya était inconscient, il s'est retrouvé à rêver de son ancêtre d'il y a 3000 ans. Il était assez proche d'Azuma à l'époque, et il le considérait comme une œuvre d'art. Même s'il était proche d'Azuma, Izuya n'était pas proche du reste de l'équipe car il les évitait toujours. Kiryu croit qu'Izuya est timide, mais leur autre coéquipier dit qu'Izuya ne l'aime probablement pas, tout simplement. Apparemment, Izuya ne s'entend pas avec les autres, parce qu'il n'apprécie pas l'art, et Izuya n'est pas du genre à fréquenter des gens comme eux. Juste au moment où les choses allaient très bien entre lui et Azuma, il est soudainement informé par un de ses coéquipiers que le roi a émis un décret royal concernant le fait qu'Azuma est un traître. Izuya ne veut pas y croire, car il ne pense pas qu'il y ait une possibilité qu'Azuma les trahisse. Son coéquipier lui dit que c'est vrai, car le roi a le prévoyance, et il ne s'est jamais trompé. Cela brise le cœur d'Izuya, car il considère Azuma comme une œuvre d'art, et il se demande pourquoi il risquerait tout pour trahir le royaume. Izuya se pose cette question lorsqu'il se réveille à l'infirmerie. Comme Izuya n'a pas vécu les événements directement, il croit que ce dont il vient d'être témoin est un terrible rêve. Izuya essaie de se ressaisir quand Azuma apparaît, lui offrant de l'eau à boire. Il lui dit que c'est une boisson électrolytique avec du sucre. Azuma suggère à Izuya de se réhydrater aussi vite que possible, car il a perdu beaucoup de liquide en transpirant. Izuya est choqué et il demande à Azuma pourquoi il l'aide. Azuma mentionne qu'Izuya a pris son sort de plein fouet, et qu'il n'aurait pas pu s'en sortir indemne. Néanmoins, il lui fait savoir que ses circuits magiques sont toujours stables, et que cela ne semble pas avoir causé de dommages durables. À ce moment, Izuya remarque une serviette dans la main d'Azuma, et c'est là qu'il réalise qu'Azuma a pris soin de lui pendant qu'il était inconscient. Avec un grand sourire, Azuma dit à Izuya qu'il l'a fait parce qu'il ne veut pas perdre un mage talentueux. D'une voix discrète, Izuya remercie Azuma pour son aide, et lui fait savoir que tout le monde dans S4 n'est pas comme Kiryu. Izuya admet que le pouvoir magique de Kiryu est extraordinaire, mais en même temps, il n'est pas d'accord avec ses idées. Izuya révèle alors qu'il voulait voir à quel point Azuma était fort pour avoir pu vaincre Kiryu. Izuya incline alors la tête devant Azuma pour s'excuser au nom de Kiryu pour tout ce qu'il lui a fait. Azuma sourit et dit à Izuya qu'il n'a pas l'air d'être une mauvaise personne. Il dit ensuite à Izuya qu'il va simplement oublier qu'il lui a tendu une embuscade. Cependant, en échange de cela, il veut qu'il passe un accord. Izuya lui demande quel est cet accord, et Azuma dit à Izuya qu'il veut qu'il quitte le S4 et le rejoigne pour créer une nouvelle faction à l'académie. Azuma est prêt à prendre ce risque de le recruter puisqu'il n'a pas ses souvenirs d'il y a 3000 ans. Azuma a déjà compris qu'il aura besoin d'alliés s'il veut accomplir quoi que ce soit à l'époque actuelle. Azuma fait savoir à Izuya qu'il compte sur lui pour marcher avec lui vers l'avenir qu'il vise. Izuya est complètement époustouflé et honoré par l'offre. Il ne perd pas de temps à se lever du lit et s'agenouille devant Azuma, lui disant qu'il est prêt à le suivre. Azuma est surpris par la conduite d'Izuya, car il se souvient clairement que l'Izuya d'il y a 3000 ans avait fait la même chose. À ce moment-là, Azuma fait savoir à l'infirmière qu'il peut l'avoir jeté un coup d'œil derrière la porte. La dame sort rapidement en disant qu'elle ne voulait pas. Comme il en a fini avec Izuya, Azuma se prépare à partir. Avant de partir, il donne à l'infirmière un graphique, qui analyse le circuit magique d'Izuya. Azuma lui dit qu'elle peut l'utiliser comme référence et au moment où elle regarde le graphique, elle perd presque la tête. Elle n'arrive pas à croire à quel point il est détaillé. Elle crie à Azuma de s'arrêter, et lui demande s'il serait prêt à rejoindre son institut de recherche en tant qu'étudiant spécial.
Azuma se retourne, lui sourit et rejette l'offre, lui disant qu'il aime déjà l'académie. Après son départ, Azuma se dirige vers la salle d'analyse magique parce qu'il a été un peu distrait et qu'il doit continuer ses recherches. Une fois que l'ordinateur a fini d'analyser tout ce qu'il a suggéré, il arrive à la conclusion que sa théorie est recommandée pour être présentée lors de conférences universitaires en tant que nouveau système magique. Azuma est heureux que son intuition ait été bonne, et il pousse un soupir de soulagement car cela jette les bases d'une magie hybride qui mélange les méthodes anciennes et modernes. Azuma se dit que la prochaine chose à faire est d'ajuster chaque formule magique à des usages spécifiques. Après cela, il les adaptera au circuit magique, et il doit également vérifier leur compatibilité avec les éléments. Parce qu'il a beaucoup à faire, Azuma se rend compte que la salle d'analyse magique pourrait bien devenir sa seconde maison. Azuma prévoit de surpasser toute la magie ancienne qu'il a apprise et de créer ensuite magie révolutionnaire. Le lendemain, en classe, le professeur décide d'interroger Azuma car on le soupçonne de tricher depuis que ses notes ont soudainement augmenté. Le professeur lui dit de s'avancer pour résoudre la question au tableau. Le professeur manipule Azuma pour qu'il s'avance, et Azuma s'avance avec confiance pour leur prouver que les NEET ne sont pas des nuls. Azuma prend la craie et commence à résoudre l'équation dans les moindres détails, choquant le professeur et même les élèves. Azuma explique même comment l'équation a été conçue, et à quoi elle sert. Apparemment, c'est la même équation qui a mené à l'invention des Smart. Et quand le professeur entend ça, il est complètement dépassé. Il n'a d'autre choix que de dire à Azuma qu'il a raison et il lui dit de retourner à sa place. Le professeur est abasourdi car Azuma vient de résoudre un problème destiné à des étudiants universitaires. Alors qu'il retourne à sa place, Lily ne peut détacher ses yeux de ce type cool et décontracté. Pendant le déjeuner, la majorité de la classe s'approche de Lily, la suppliant de parler à Azuma pour qu'il devienne leur ami. Réalisant que ils ne la laisseront pas respirer si elle ne le fait pas, Lily accepte finalement de parler à Azuma. Lily demande alors à Azuma s'il sera libre après les cours pour qu'il puisse aller au café et être avec le reste de la classe. Azuma refuse d'abord l'offre, mais au moment où il se rend compte que Lily sera embarrassée, il change d'avis. Toute la classe explose de joie quand il dit ça, et ils admettent que c'est le plus beau jour de leur vie. Pendant ce temps, une fille étrange observe Azuma et elle a l'intention de démolir le magnifique visage d'Azuma. Quelques instants plus tard, Azuma et ses camarades arrivent au café mais Azuma ne peut même pas avoir un moment de repos tant les étudiants sont intéressés par tout ce qui le concerne. Lily se lasse vite de leurs questions incessantes et elle leur crie dessus en leur disant de demander un par un. Azuma commence alors à répondre à toutes leurs questions, comme sa nourriture préférée et les avantages d'être un NEET. Même quand il est sur le point d'oublier une question, l'étudiant la lui rappelle rapidement. Azuma révèle que la personne dont il est le plus proche et au moment où il dit ça, Lily est sur le point de s'évanouir, mais elle essaie de garder son sang-froid pour que les choses ne se terminent pas comme avant. Cependant, elle passe ses émotions sur la tasse qu'elle tient, la serrant si fort qu'elle en renverse tout le contenu. Azuma trouve encore un moyen de la troubler en la réconfortant à cause de la boisson renversée. Lily dit alors à Azuma que les étudiants sont curieux à son sujet, car aucun d'entre eux ne suit de cours d'élite. Apparemment, leur signification complète de NEET n'est pas sans études, emploi ou formation. Cependant, ils sont tous convaincus que ce n'est pas le cas d'Azuma. En fait, ils pensent que c'est plutôt comme net, habile, intelligent et incroyable. Azuma sourit en entendant cela et dit aux étudiants qu'ils ont peut-être raison. Lily n'arrive pas à croire qu'Azuma soit si à l'aise avec tout ce qu'il dit jusqu'à présent. En quittant le café, ils s'assurent d'échanger leurs coordonnées avec Azuma et cela leur procure une nouvelle vague d'excitation. Pendant ce temps, quelqu'un espionne Azuma et envoie sa position en direct à son patron. Azuma remarque bientôt la présence de cette personne, et il dit à Lily d'être prudente. Soudain, un groupe d'étudiants d'élite apparaît devant eux. Azuma leur demande pourquoi ils sont là, mais ils restent silencieux jusqu'à ce qu'une voiture s'arrête devant eux. Les étudiants créent alors un passage pour la personne à l'intérieur de la voiture. Quand la portière s'ouvre, les camarades d'Azuma paniquent car le type qui sort de la voiture est l'un des S4. Le type s'approche d'Azuma et se présente comme Fukata Shion, le chef de l'union des clubs de l'académie. Sans aucun doute, Azuma peut voir que Shion est le même Shion d'il y a 3000 ans. Shion dit alors à Azuma qu'il a entendu comment il a aidé Azuya, et comme le groupe ne peut pas continuer à avoir des dettes, il décide de défier Azuma en duel magique. Lily est choquée en entendant cela. Et Azuma se retourne pour lui demander si elle sait ce qu'est un duel magique. Lily est horrifiée quand elle réalise qu'Azuma n'en sait rien, et elle lui chuchote à l'oreille ce qu'est un duel magique. Comme Azuma met trop de temps à répondre, Shion déchaîne sa redoutable aura de combat pour l'intimider. Azuma analyse l'aura et se rend compte qu'il s'agit d'un combatif, qui le vise lui et le reste de ses camarades. Azuma se rend compte que Shion est prendre des otages tant qu'il accepte le duel. Comme cela offre également un terrain de jeu divertissant pour Azuma, il décide d'accepter le duel. Au moment où il accepte le duel, Shion rengaine son épée, et il dit à Azuma que le duel aura lieu le lendemain matin, à l'arène centrale de l'académie. Azuma sourit car il n'est pas du tout inquiet, et il est prêt
a montré à Shion pourquoi il est bien meilleur que lui. Plus tard, Azuma se retrouve dans un rêve lucide. Et de l'intérieur de ce rêve, il est capable de plonger dans son subconscient et ses pensées cachées. Azuma y voit une grande opportunité de fouiller dans l'esprit du propriétaire originel du corps. Il se souvient que, lorsqu'il s'est réincarné, une petite quantité de mana inutilisée est restée dans les circuits magiques de son corps. Comme il n'y a pas touché, il pense pouvoir lire les pensées du propriétaire originel s'il y regarde. Il croit aussi qu'il y aura un reste du passé d'Azuma dans ses pensées. Pour ce faire, il comprend qu'il doit utiliser la magie pour extraire son esprit. Mais il se souvient qu'il n'existe aucune magie ancienne pour cela. Étant le génie qu'il décide d'en créer une. Il saute sur l'idée, et commence à assembler tout qui devrait la faire fonctionner, et il y parvient. Il sourit car il est littéralement en train de créer une nouvelle magie, à l'intérieur d'un espace mental. Azuma est convaincu qu'il sera le seul à faire cela dans l'histoire. Comme prévu, Azuma réussit à extraire les pensées du corps. Le jeune Azuma panique en voyant une copie conforme de lui-même debout devant lui, et il demande où il se trouve. Cependant, sa tête commence à lui faire mal, et il tombe à genoux, de douleur. Azuma comprend que la synchronisation de la mémoire entre le jeune Azuma et le corps a commencé. Tous les souvenirs affluent, et Azuma réalise qu'il a tenté de se suicider. Dans sa chambre, c'est pourquoi il a perdu connaissance. Après ça, il a atterri à l'hôpital, et est tombé dans un coma dont il n'était pas censé se réveiller. Il demande à Azuma si tout ce qu'il vient de voir est correct, et Azuma répond que oui. Il lui fait savoir qu'il emprunte actuellement son corps, et il s'en excuse. Cependant, le jeune homme s'en fiche, car il serait resté dans le coma sans lui. Le jeune Azuma demande alors à Azuma pourquoi quelqu'un d'il y a 3000 ans s'est réincarné dans son corps. Azuma a pris son temps pour expliquer, et quand il l'a fait, le jeune Azuma a failli perdre la tête. Azuma a également ajouté l'histoire de la façon dont Kiryu et le professeur le harcelaient. Cependant, Azuma les a déjà vaincus et a également abattu d'autres adversaires puissants. Azuma révèle qu'il fait tout cela pour protéger leur corps. Le jeune Azuma panique en réalisant qu'il serait devenu une mini-célébrité à l'école. Cependant, il ne pense plus que ce soit un problème pour lui, puisqu'il est déjà mort. Le jeune Azuma révèle alors qu'il se souvient enfin de comment tout s'est passé. Quand il était dans le coma, une pluie de météores est passée à proximité, et les météores étaient aspirés dans un trou noir massif. Cependant, à l'intérieur du trou noir se trouve une particule de lumière qui a attiré son attention. Il raconte que la lumière vacillait comme si elle luttait, et il a décidé de prendre la place de la lumière. Le jeune Azuma a plongé, et il a continué à tomber. Il a réalisé qu'il était quelqu'un qui voulait mourir, mais a vécu. Tandis que le vieil Azuma était quelqu'un qui voulait vivre, mais a fini par mourir. Le jeune Azuma sourit, disant que c'est probablement arrivé comme ça devait arriver. Cependant, le vieil Azuma n'est pas d'accord, disant qu'ils sont deux âmes partageant un corps, et qu'aucun d'eux ne peut exister, en tant qu'Azuma seul. Avec confiance, Azuma dit au jeune Azuma qu'ils sont actuellement dans leur histoire, et il promet de réaliser son rêve. Le jeune Azuma sourit, et des larmes coulent de ses yeux, quand il entend cela. Lui et le vieil Azuma se serrent la main, et il le remercie pour son aide. Le jeune Azuma dit au vieil Azuma qu'il est satisfait du fait qu'il essaie de l'aider à réaliser son souhait. Le jeune Azuma demande alors au vieil Azuma s'il y a quelque chose qu'il peut faire pour aider, et le vieil Azuma raconte au jeune Azuma son expérience au café. Il dit au jeune Azuma que Lily criait une sorte d'incantation bizarre, comme Oliu, changé en White Mocha. Cela a laissé le vieil Azuma confus, et il demande au jeune Azuma s'il peut lui traduire cela. Le jeune Azuma rit en entendant cela, et il dit au vieil Azuma qu'il ne voit pas d'inconvénient à aider. Mais à ce moment-là, son corps commence à s'estomper, leur indiquant que leur temps est écoulé. Le jeune Azuma remercie alors le vieil Azuma de l'avoir ramené. Avant de disparaître, il dit au vieil Azuma qu'il va continuer à jeter un coup d'œil à leur histoire. Quand Azuma se réveille, il sait que le jeune Azuma n'est autre qu'une pensée persistante, mais en même temps, il veut réaliser tous ses vœux. Pendant ce temps, à la résidence de Shion, on le voit assis devant un cristal géant, connu sous le nom de Wertsite, nitrure ou calcom, qui n'est extrait que dans les montagnes appartenant à la famille Fukata depuis des générations. C'est fondamentalement le métal le plus dur de la planète, et après que Shion a fini de méditer, il tranche le métal en lambeaux avec son épée. À ce moment-là, la fille étrange qui traquait Azuma plus tôt, se montre sur le terrain d'entraînement de Shion. Il s'avère qu'elle est DS4, et s'est mise à Muni. Muni est impressionné par l'efficacité de l'épée de Shion, car elle est capable de couper le matériau comme si de rien n'était. Shion dit alors à Muni qu'il a déjà regardé la vidéo qu'elle lui a envoyée, et il est surpris qu'Izuya et Kiryu aient perdu de cette manière. Shion mentionne qu'il est peut-être dans le S4 pour la forme, mais en même temps, il tenait Izuya et Kiryu en haute estime. Il les considère comme les incarnations du prestige de l'académie, et à cause de cela, il n'a aucune intention de faire preuve de pitié envers quiconque menace le prestige de l'académie. Muni est d'accord avec lui disant que s'il sous-estime Azuma parce que c'est un hit, il ne fera que le regretter, tout comme Izuya et Kiryu. Shion sort alors son épée, et il jure par la lune dans le ciel qu'il va vaincre Azuma. Il dit qu'il se fiche de ce qui peut arriver à Azuma car l'autorité de l'académie
est bien plus grande qu'une vie humaine. Nuni est heureuse d'entendre cela, et elle presse Shion de démolir le joli visage d'Azuma. Nuni lui demande alors s'il a l'intention de sortir son arme secrète pendant le combat, mais Shion dit non, estimant que le combat ne le justifiera pas. Il croit que sa familiarité est suffisante pour la bataille, et c'est ainsi que le jour du duel arrive, et Azuma est excité par tout ça. En parlant du duel magique, c'est une bataille autorisée entre étudiants, qui est basée sur l'utilisation de la magie. Apparemment, les étudiants de l'institution sont classés en fonction du résultat d'un duel magique, et comme d'habitude, les classements vont de F à S. Les étudiants de haut rang se voient accorder divers privilèges au sein de l'académie, ce qui rend la chose plus douce. Dans la salle d'attente de l'arène, c'est tout ce qu'Azuma a appris de Lily. Lily pense qu'Azuma a dû en entendre parler avant, puisque c'est une connaissance commune à tous ceux qui sont étudiants. Cependant, Azuma lui fait savoir que c'est la première fois qu'il en entend parler, et il la remercie de le lui avoir dit. Lily est surprise d'entendre ça et suppose qu'Azuma souffre toujours de cette confusion de mémoire. C'est pourquoi elle se fait un devoir de le soutenir. Soudain, elle se rend compte qu'elle est dans la loge d'Azuma et elle commence à fantasmer. Comme toujours. La voix d'Azuma l'appelant est nécessaire pour la sortir de sa rêverie. Azuma lui montre alors 2 cravates, une noire et une blanche. Et lui demande laquelle lui va le mieux. Lily choisit la noire et Azuma la remercie de son aide. Azuma demande ensuite à Lily s'il aura plus de temps dans la salle d'analyse magique s'il réussit à augmenter son rang, et Lily répond par l'affirmative. Lily n'arrive pas à croire que la salle d'analyse magique soit le seul souci d'Azuma. Azuma dit alors à Lily que Shion le traite de fauteur de troubles pour l'école, et Lily le confirme en lui montrant l'article de presse détaillant son combat avec Shion. Shion avait déclaré à la presse son désir de punir Azuma, qui est en train de détruire l'académie. Même en voyant l'article, Azuma n'est pas ému et cela choque Lily. Elle n'en revient pas du culot d'Azuma, car Shion est un maître de la magie japonaise du sabre, et l'héritier des mines de métaux rares qui fournissent les baguettes intelligentes. En gros, ses dons à l'académie se chiffrent en milliards, c'est pourquoi personne ne peut le défier. Lily dit à Azuma que même s'il a raison, l'opinion publique sera manipulée pour faire croire que la justice est du côté de Shion. Azuma prend un moment pour réfléchir à tout cela et ignore tout. Il demande ensuite à Lily comment lui va sa cravate. Lily est époustouflée par son aura et elle l'assure que la cravate lui va bien. Sur ce, Azuma se lève pour partir pour le duel. Lily est choquée qu'il n'y ait pas une once de peur chez le garçon, se demandant s'il a bien écouté ce qu'elle disait. En chemin vers l'arène, il croise Azusa, et les deux échangent ce que l'on pourrait décrire comme un regard codé. Pendant ce temps, Shion est arrivé dans l'arène et l'élite l'acclame, lui disant de démolir Azuma et d'en finir avec lui. Peu de temps après, Azuma arrive aussi. Shion le félicite de ne pas s'être enfui et Azuma apprécie le geste. Soudain, Shion demande à Azuma qui il est. Cette question choque Azuma, qui pense que Shion a deviné qu'il est un être réincarné. Shion dit à Azuma qu'il prend le match au sérieux, car Azuma a réussi à vaincre Kiryu et Azusa, ce qui n'est certainement pas un coup de chance. C'est exactement pourquoi il lui demande qui il est. Et il accompagne sa question d'une aura de combat écrasante. Azuma ne bronche même pas face à toute cette intimidation, et il dit simplement à Shion qu'il est Azuma. Shion est impressionné qu'Azuma n'est même pas bronché quand il a essayé de l'écraser avec son aura de combat, et il lui fait savoir qu'il n'a pas l'intention de le sous-estimer. Shion lui dit qu'il va l'affronter avec ce qu'il a et l'écraser de toutes ses forces. Azuma sourit en entendant cela, disant à Shion que c'est exactement ce qu'il espérait, et il l'assure qu'il ne va pas se retenir non plus. Au moment où l'arbitre est sur le point de commencer le match, Shion lui dit d'attendre. Shion dit alors à Azuma qu'il est prêt à lui faire preuve de miséricorde, car c'est la coutume la noble famille Fukata. Shion dit à Azuma que s'il soumet sa lettre de retrait à cet instant, il est prêt à le laisser s'en tirer avec une défaite par forfait. Ainsi, Azuma ne serait pas blessé, mais il serait dommage que les étudiants qui se sont rassemblés soient venus pour rien. Shion demande à Azuma quelle est sa décision, et Azuma se tourne vers l'arbitre pour lui demander quelque chose aussi. Azuma demande à Shion quel serait son rang s'il gagnait le match. L'arbitre révèle que Shion est actuellement un étudiant de rang S, tandis qu'Azuma est de rang F. Cela signifie qu'Azuma montera au rang A s'il parvient à gagner le duel. Après avoir entendu cela, Azuma se tourne vers Shion et lui dit qu'il est prêt à se retirer du match s'il est prêt à le faire passer du rang F au rang S. Azuma conclut en disant à Shion qu'il évitera aussi de se blesser s'ils le font de cette façon. Au moment où il dit cela, la rage de Shion submerge toute la pièce. Shion dit à Azuma que ça fait longtemps que quelqu'un ne s'est pas mis en travers de son chemin. À cause de l'impolitesse d'Azuma, Shion l'assure qu'il ne lui pardonnera pas même s'il le supplie ou pleure. En fait, il est prêt à battre Azuma à plate couture. Azuma le nargue davantage en lui disant de venir l'affronter par tous les moyens. Shion dit avec colère à l'arbitre de commencer le match. Et comme Shion est la réincarnation de son subordonné du passé, Azuma sait qu'il ne peut pas se retenir et risquer de perdre.
Azuma prévoit d'utiliser toute la puissance de la magie ancienne dès le début. Azuma dévoile son cercle magique, choquant toute la salle, car ils n'ont jamais vu un cercle magique comme celui d'Azuma auparavant. Azuma lance alors une explosion magique sur Shion, mais avant qu'elle l'atteigne, elle est interceptée. Il s'avère que Shion utilise une magie d'interception automatique. Azuma n'est pas surpris, car c'est ainsi que son ancien lui-même se déplaçait aussi. Shion dit alors à Azuma que sa magie d'origine inconnue ne fonctionnera pas sur lui. Shion saisit son épée, disant à Azuma qu'il est prêt à terminer le combat d'un seul coup. Azuma est époustouflé par l'épée, car elle agit à la fois comme une baguette intelligente et une lame physique. Azuma observe Shion préparer son attaque, et il comprend quelle est la contre-stratégie de Shion. Azuma est impressionné, et il se prépare à être celui qui brisera l'espace impénétrable de Shion. Pour Shion, Azuma est une mutation irrégulière apparue de nulle part. Il le voit comme une sale nuisance qui perturbe l'harmonie de l'école, c'est pourquoi il ne peut pas accepter ça. Shion est convaincu qu'Azuma n'a pas ce qu'il faut pour bloquer son attaque. Et même les étudiants sont tous excités de voir le coup de grâce de Shion. Pour aggraver les choses pour Azuma, il se retrouve piégé par la magie de Shion pour l'empêcher de s'échapper. Au moment où Shion sait qu'Azuma est piégé, il passe à l'action. Nune regarde avec admiration, se demandant ce qu'Azuma va faire car le coup de Shion peut couper le matériau le plus dur de la planète. Alors que le coup de sabre se dirige vers Azuma, il enlève sa cravate, disant qu'il a fini de jouer gentiment. Il lance ensuite un sort de durcissement sur la cravate, la transformant en un matériau dur comme la pierre. Avec cela, il bloque l'attaque de Shion, et la brise même. Cela choque Shion et tout le monde dans la pièce, car Azuma a bloqué la technique mortelle de Shion avec juste une cravate. Shion active également une magie de disparition pour dissiper la magie de restriction qui le maintenait en place. Une fois libre, Azuma disparaît, donnant des frissons à Shion. Pendant ce temps, Azuma se prépare à une contre-attaque, et Shion panique à cette seule pensée. Réalisant qu'Azuma est introuvable, Shion renforce son espace absolu en préparation d'une attaque. Azuma apparaît soudainement derrière lui, et au moment où il est sur le point de frapper, le système d'auto-interception entre à nouveau en jeu. Une main géante sort de dessous, et bloque l'attaque d'Azuma, donnant à Shion tout le temps dont il a besoin pour envoyer une taillade vers Azuma. Cependant, Azuma parvient à esquiver le coup, et il jette son épée avant de s'en prendre à Shion. Shion pense qu'Azuma se dirige vers la mort avec ce qu'il fait. Cependant, Azuma le choque en gardant son sort de dissipation de particules activé. Cela dissout tout ce qui pourrait bloquer le chemin d'Azuma, alors qu'il se dirige vers Shion. Juste au moment où il atteint Shion, il sort une autre épée et la frappe violemment contre Shion. Lily est choquée quand elle voit ça, et elle réalise qu'Azuma a gardé la deuxième cravate aussi. Shion se retrouve à lutter contre la force écrasante d'Azuma, mais Azuma le félicite de tenir car il prévoyait de terminer le combat d'un seul coup. Shion admet aussi qu'Azuma est le premier à s'approcher de son domaine, et pour cette raison, il prévoit de dévoiler sa technique d'épée secrète pour la première fois. À ce moment-là, Shion déchaîne son épée magique, la pleine lune brumeuse, qui émet une lumière vive. Azuma ne parvient pas à l'arrêter, et Shion reçoit un coup direct dans la poitrine. Nune sourit car c'est une technique d'épée qui combine une épée magique perturbatrice avec une épée magique perçante, et c'est quelque chose que même elle ne peut pas esquiver. Le coup va directement dans sa poitrine, envoyant une vague de dégâts atomiques dans le corps d'Azuma. Azuma perd sa mobilité et s'écrase au sol, laissant Lily crier de douleur et de désespoir. Avec Azuma qui ne répond pas, Shion s'inquiète qu'Azuma soit mort parce qu'il a mis trop de puissance dans le coup. Shion dit à l'arbitre de vérifier Azuma et il se précipite pour le faire. Shion est déjà prêt à accepter la punition pour la mort d'Azuma, sous le prétexte que c'était une erreur. Soudain, Azuma se relève comme un zombie, et il a l'air terrifiant. Shion est abasourdi car Azuma ne devrait pas être capable de résister à la technique secrète de son art de l'épée magique. Azuma dit alors à Shion qu'il avait tort depuis le début car il croyait donner son maximum, mais il méprisait inconsciemment Shion. Cependant, maintenant qu'il est de retour, Azuma est prêt à être sérieux avec lui. Azuma marche vers Shion, et il panique en se préparant à utiliser à nouveau sa technique d'épée secrète. Azuma sait que le mana de son corps est incroyable, mais il manque d'endurance. Il comprend que les dégâts qu'il a subis de Shion plus tôt étaient mortels, et pour éviter de faire traîner les choses, il prévoit de finir le combat rapidement. Azuma prévoit de compresser le mana dans les circuits magiques jusqu'à la limite du seuil pour pouvoir améliorer temporairement ses capacités physiques. Même si c'était la première fois qu'il le faisait, il a réussi facilement, son corps brillant très fort. Azuma est reconnaissant d'affronter un adversaire puissant, car cela l'a poussé à se lancer dans la construction et l'expérimentation directement sur le champ de bataille. Pendant qu'Azuma réfléchit à tout cela, Shion y voit une occasion de l'attaquer. Shion prévoit de porter le coup de grâce, mais avant qu'il ne puisse le faire, Azuma apparaît derrière lui. Shion est stupéfait de la vitesse du gars, se demandant comment un humain peut atteindre une telle vitesse. Néanmoins, il pense qu'il a encore une arme secrète et il libère son familier. Son familier émerge de sous terre pour attraper les jambes d'Azuma. Elle se moque d'Azuma car
Il croit avoir réussi à retenir les mouvements d'Azuma. Cependant, Azuma le choquant, arrachant le familier d'une seule main. Azuma le lance au loin comme si c'était du papier. Avant de l'achever avec un sort magique, choquant toute la salle. Azuma dit à Shion que son option d'utiliser l'interception automatique a disparu, car il a abattu son familier. Shion tremble en voyant cela, et Azuma marche vers lui, lui disant que c'est fini. Shion n'arrive pas à croire ce qui se passe sous ses yeux, car il est censé être le meilleur épéiste japonais. Cependant, il n'est pas prêt à concéder la défaite, et il crie de toutes ses forces pour invoquer son dernier recours. Il y a 3000 ans, Azuma avait surpris Shion en train de développer une nouvelle magie qui fait ressortir les capacités cachées en soi. Shion dit à Azuma qu'il est possible d'augmenter la quantité de mana inhérent d'environ 10 fois. Azuma a été impressionné en entendant cela. Mais Shion a mentionné qu'il y avait un effet secondaire. Il lui dit que le côté brutal du lanceur se manifestera une fois qu'il sera utilisé. Pour cette raison, Shion pense qu'il a besoin de plus de raffinement. Néanmoins, il révèle qu'ils ont trouvé un humain apte à l'expérience. Et comme il s'agit d'une expérience dangereuse, Azuma lui demande qui est le sujet de l'expérience. Shion dit alors à Azuma qui il a en tête, et après avoir entendu cela, Azuma dit à Shion de continuer son travail, l'assurant qu'il va compter sur sa nouvelle magie. Maintenant, dans le Shion est capable d'activer cette magie, et son alter ego émerge. Il plonge vers Azuma comme un fou, prêt à le découper en morceaux. Même Azuma peut voir que le gars est devenu incroyablement rapide, boostant son circuit magique et en améliorant considérablement ses capacités physiques. La vitesse folle de Shion force Azuma à reculer sans cesse, et Shion se moque de lui disant d'arrêter de courir. Avec la capacité destructrice de Shion qui se déchaîne, Azuma peut voir qu'il a été capable de réveiller son potentiel d'il y a 3000 ans. Il comprend que les autres ont fait la même chose, quand ils se sont retrouvés dans un état extrême. Néanmoins, Azuma ne pense pas que Shion représente encore une menace pour lui. Peu de temps après, Shion accule Azuma, ce qui était son plan depuis le début. Azuma est impressionné que même dans son état de folie, il calcule toujours ses mouvements. Shion est heureux que tout se soit bien passé, et il dit à Azuma qu'il va l'attaquer avec sa dernière technique secrète. C'est une technique qui tire des dizaines de l'épée magique qui tue en un coup, Azinyu Moon. Azuma s'inquiète car il ne sait pas s'il peut même encaisser les dégâts de la technique de front. Même face au danger. Azuma pense toujours qu'il est au-dessus. Azuma comprend alors qu'il doit intercepter la technique secrète de Shion. Avec cela, Azuma construit un cercle magique pour intercepter la rafale d'attaque de Shion. Le cercle magique forme une lentille géante tridimensionnelle, et la première attaque de Shion touche la lentille géante, positionnée par Azuma. En plus de la compétence analytique que Shion a insufflée dans le cercle magique, il y a ajouté un nouvel arrangement. Au lieu d'analyser automatiquement la cible touchée, il a transmis les informations brutes et exposées directement à Azuma. Azuma effectue alors une analyse à grande vitesse dans son cerveau, en utilisant le supercalculateur comme référence. Avec cet ordinateur qui fonctionne, il pouvait traiter les informations à une vitesse proche de celle de la lumière. Cela rend les coups rapides de Shion lents, car ils ne peuvent en aucun cas battre la vitesse de la lumière. Pour mettre en perspective à quel point c'est impressionnant, Azuma a pu finir tout ça en seulement 0,1 seconde. Dès qu'il a terminé, il bloque les attaques de Shion et le contre, ce qui envoie une onde pour repousser Shion en arrière. Cependant, il se ressaisit et poursuit Azuma, mais celui-ci bloque facilement l'attaque. Azuma attrape son épée et la brise avant de frapper Shion très fort au visage pour le mettre à terre. Azuma pointe son épée vers Shion, le pressant de se rendre ou de se faire poignarder de la pire des manières. Réalisant qu'il va se faire tuer s'il continue à jouer les braves ou les têtus, Shion n'a d'autre choix que de se rendre. Azuma lui sourit alors, lui demandant s'il a enfin appris où est sa place. Comme il a déjà perdu, Shion demande alors à Azuma comment il a pu prédire son attaque, car c'est impossible pour le cerveau humain. Azuma sourit et comprend sa confusion. Il explique alors qu'il a appliqué le principe de l'ordinateur quantique qui se trouve dans l'analyse magique pour booster le mana circulant dans son cerveau. Shion est surpris en entendant cela, et Azuma dit que la science fonctionne en fait bien avec la magie ancienne. Cependant, Azuma lui fait savoir qu'il a pu développer ses contre-mesures grâce à Azusa. Avant le combat, Azusa avait dit à Azuma que Shion possédait une autre personnalité agressive. Il l'informe qu'il a une personnalité douce et normale et une autre, qui est agressive. Il a exhorté Azuma à ne pas baisser sa garde tant qu'il n'aurait pas vaincu l'alter ego. Shion refuse de croire qu'un mage ordinaire puisse faire une telle chose. Et Azuma lui sourit, lui disant qu'il n'est pas un mage ordinaire car c'est un grand mage. Pendant ce temps, les étudiants ont explosé de joie en célébrant la victoire d'Azuma. Et Lily ne pourrait pas être plus fière dans les gradins. Après la bataille, la nouvelle de la défaite d'un incolore contre Shion se répand largement, et ils savent que c'est quelque chose qui restera dans les livres pour les générations à venir. Azuma a également reçu sa récompense pour avoir vaincu Shion, et il a été promu au rang A, ce qui comporte des avantages supplémentaires,
comme plus de temps dans la salle d'analyse magique. Azuma est heureux d'y être parvenu car il n'aura pas à demander l'autorisation pour utiliser la salle tous les jours. De plus, cela rendra sa mission encore plus rapide. Azuma est impatient de voir les choses qui seront créées à l'aide de l'ordinateur quantique. Plus tard ce jour-là, Azuma rentre chez lui et se rend compte que cela fait une semaine qu'il s'est réincarné. Et sa connaissance de l'ère moderne s'est approfondie. Il a aussi beaucoup appris sur la Terre et sur le fait qu'il y a eu une discontinuité culturelle entre il y a 3000 ans et aujourd'hui. En gros, il y a des choses qui ont été transmises de l'Antiquité au temps moderne, et d'autres non. La source de cette discontinuité est appelée la Grande Calamité. À cause de cela, la magie décline et la science se développe. Azuma est heureux que ce ne soit qu'un déclin, éradication complète. La magie ancienne est devenue minoritaire et a été traitée comme une secte, mais elle est ensuite revenue sur le devant de la scène, grâce au pouvoir de la science. Elle a été transformée en magie moderne en utilisant le pouvoir scientifique que n'importe qui peut utiliser, contrairement à la magie ancienne qui nécessite du talent. Et pour mettre les choses en perspective, le royaume qui a trahi Azuma il y a longtemps a péri. Cependant, comme Azuma a rencontré 3 de ses anciens subordonnés, il se dit que Mien doit aussi être quelque part dans l'académie. En fait, il croit que le roi, qui l'a trahi dans le passé, est également présent à l'ère moderne. Juste à ce moment, l'alarme programmée d'Azuma se déclenche et Azuma se rend compte qu'il a un rapport avec une date limite sur lequel il doit travailler. Azuma réalise que le jeune Azuma travaillait sur quelque chose qu'il avait inventé dans les temps anciens, puisqu'il en est à l'origine. Azuma est confiant qu'il va le terminer en un rien de temps. Il remarque alors une note sur la table, et quand il l'ouvre, il se rend compte que ce qui y est écrit a été recouvert d'encre. Azuma utilise alors sa magie pour effacer l'encre, et il est surpris de voir que c'est une liste de choses à faire avant de mourir. C'est la liste des choses qu'Azuma voulait faire avant sa mort. Et soudain, l'une d'elles attire son attention, retrouver sa famille perdue de vue. C'est alors que Azuma réalise que le souhait du jeune Azuma n'était pas la vengeance, mais la famille. Comme le jeune Azuma tient à retrouver sa famille, le vieil Azuma promet de réaliser son vœu. Le lendemain, Azuma arrive à l'académie avec l'air d'un véritable étudiant, et il attire l'attention de tous par sa prestance. Alors qu'il traverse l'école, les élèves sont tous stupéfaits de la façon dont il a changé du tout au tout. Il était autrefois un cancre dans l'école, mais il est soudainement devenu une célébrité, et il a même Azuzuya qui le suit partout. Ce qui le rend encore plus impressionnant, c'est qu'il est un mage incolore. Azuya l'informe alors qu'il a soumis une demande pour quitter le S4, afin qu'il puisse créer une nouvelle faction. De plus, Azuya l'assure qu'il devrait pouvoir obtenir une salle de club. Azuma est satisfait de son travail et le félicite pour soudain, il tombe dans une embuscade de la presse étudiante qui a fait des recherches sur Azuma. Il parle de sa beauté et de la façon dont il a réussi à vaincre les membres du S4. Les membres de la presse veulent interviewer Azuma, mais il passe devant eux, laissant les journalistes complètement gênés. Cependant, les membres de la presse sont toujours persistants, et pour cette raison, ils poursuivent Azuma. Azuzuya, quant à lui, escorte Azuma jusqu'à la porte de sa classe avant de partir, et juste au moment où Azuma s'apprête à s'installer, les journalistes réapparaissent. Azuma dit sans détour qu'il n'accepte pas les demandes de la presse, mais elle est très insistante. Elle assure à Azuma que elle ne partira pas tant qu'Azuma n'aura pas répondu à ses questions. Réalisant que la fille est persistante et têtue, Azuma lui dit qu'elle doit parler à Lily car c'est sa secrétaire. Lily est choquée en entendant cela. Azuma fait savoir à la presse qu'ils doivent obtenir la permission de Lily avant de lui parler. Cependant, il les presse de le faire après les cours, puisqu'ils ont cours maintenant. La fille est heureuse d'entendre cela, et elle assure à Azuma qu'elle reviendra pour les questions. Après son départ, Azuma murmure à l'oreille de Lily, lui disant qu'il va certainement la récompenser pour ses efforts. Peu de temps après, le professeur entre dans la classe. Azuma, de son côté, est occupé à réfléchir à sa vie depuis qu'il est devenu célèbre. Il se dit qu'il doit trouver un endroit secret où il pourra vivre en paix. Pendant ce temps, Lily est époustouflée de voir à quel point Azuma est devenu dépendant d'elle. Cela la laisse fantasmer à nouveau sur qui est l'amante d'Azuma. Plus tard, Azuma continue sa vie d'étudiant habituel, et participe à une compétition de natation où il arrive premier. Ce qui rend sa victoire très impressionnante, c'est qu'il n'a même pas utilisé de magie, et qu'il a pu établir un nouveau record de 35. Azuma voit aussi qu'il s'habitue vraiment au corps, mais en même temps, il sait qu'il ne peut pas trop montrer sa force car il va se faire remarquer. Azuma ne peut que prier pour que la demande d'Azuya pour la salle de club soit acceptée. Après avoir quitté la piscine, il se dirige vers les vestiaires pour se laver. Comme le cours de natation est le dernier de la journée, il pense s'arrêter à la salle d'analyse magique après avoir parlé à Azuya. Soudain, il remarque une étrange silhouette devant lui, qui s'avère être une fille. Avant qu'il ne comprenne ce qui se passe, la fille s'approche et se révèle être une mune, et elle dit à Azuma qu'elle veut le connaître plus profondément. Azuma devient immédiatement prudent car il voit que la personne en face de lui n'est pas ordinaire. Azuma essaie de rester calme, disant à Mune qu'elle est actuellement dans les toilettes des hommes. Cependant, Mune soutient qu'elle est au bon endroit.
Azuma lui suggère alors de partir avant les autres garçons n'entrent et la trouvent. Cependant, elle fait savoir à Azuma qu'ils sont les seuls Azuma se retourne et se rend compte que tout est déjà différent. Même les étudiants ont disparu, et il réalise rapidement que quelque chose ne va pas. Il se demande si c'est une attaque magique. Mais il comprend qu'il est dans une situation précaire. Il décide d'analyser mieux la situation, et pour ce faire, il conclut que mettre de la distance entre lui fonctionnera très bien. Azuma se précipite vers la porte et alors qu'il se prépare à foncer à travers le vestiaire, il entend soudain Mune derrière lui. Cela le laisse choqué et confus alors qu'il essaie de comprendre ce qui se passe réellement. Il se demande quand elle a bien pu le rattraper. Soudain, Mune apparaît derrière lui, lui disant de s'habiller car son corps est en temps. Azuma l'ignore et se concentre pour essayer de comprendre ce qui se passe réellement. Il pense d'abord que c'est de la magie de téléportation, mais il rejette l'idée, car il ne peut confirmer aucune trace d'une incantation. Il décide de jouer le jeu et de découvrir quel est son plan. En enfilant ses vêtements, Mune remarque qu'Azuma se tient prudemment, et elle l'exhorte à rester calme. Car si elle avait voulu le blesser, elle l'aurait fait. Elle dit à Azuma qu'elle veut juste qu'il sache tout d'elle avant qu'il ne prenne sa décision. Azuma est confus par cela, car il ne sait pas ce qu'elle entend par tout savoir. Après s'être assuré de lui avoir suffisamment fait peur, Mune se présente enfin, disant à Azuma qu'elle est une idole avec plus de 3 millions de followers. Elle se présente de la manière la plus chic possible, mais cela ne suscite aucune réaction de la part d'Azuma, qui la regarde d'un air absent. Au fond de lui, il essaie de comprendre ses coups familiers avec ses mouvements d'il y a 3000 ans. Azuma sait à quel point c'est dangereux pour lui s'il est incapable de percer le secret de Mune. Comme il ne remarque aucun signe de magie ancienne, il se demande si elle a pu acquérir une nouvelle magie après sa résurrection. Mune remarque bientôt à quel point Azuma est tendue, et elle décide de lui parler d'elle. C'est essentiellement la raison pour laquelle elle voulait être seule avec lui. Mune commence par citer des exemples d'animaux comme les mantes religieuses qui mangent toujours leurs homologues masculins. Elle mentionne qu'il y a beaucoup de créatures dans le monde qui mangent leurs homologues masculins, et elle considère cela comme un comportement inutile et stupide. Mune révèle alors que, d'un autre côté, elle veut être dominée et consommée par un mâle supérieur. Cependant, elle ne veut pas d'un mâle faible car elle veut être dominée par un homme fort qui peut la surpasser. Elle mentionne qu'elle peut sentir l'odeur supérieure émanant d'Azuma, qui est capable de vaincre les 3 autres membres du S4. De nulle part, elle ajoute qu'Azuma est un sadique. Azuma est choqué quand il entend cela car il ne sait pas ce qui lui donne une telle idée. Mune croit qu'ils sont compatibles, et c'est pourquoi elle veut tester sa force. Elle déchaîne un coup tranchant très près d'Azuma qui lui coupe les cheveux. Cela lui donne des frissons car il sait qu'il serait mort, car il n'a pas pu sentir le coup. Cela le laisse tremblant car il ne veut pas croire que sa vitesse surpasse celle de Shion avec ses coups d'épée. Azuma rejette cette idée, disant qu'il y a une autre astuce derrière tout ça. Mune sourit à Azuma, l'exhortant à ne pas la décevoir, et Azuma, de son côté, se ressaisit enfin pour percer correctement le mystère derrière Mune. Azuma regarde ses environs et mémorise tout quand il est blessé au bras par l'attaque de Mune. Avant qu'il ne s'en rende compte, un autre coup le touche à la jambe, et Mune lui dit qu'il sera libre de faire ce qu'il veut d'elle s'il parvient à la battre. Cependant, elle lui fait savoir que s'il échoue à poser un doigt sur elle, elle le tuera. Elle lui dit alors qu'il est libre de s'incliner devant elle et de ramper à ses pieds s'il ne veut pas qu'elle le tue. Mune dit que briser un sadique comme Azuma serait une joie pour elle. Pendant tout ce temps, Azuma reste muet, et Mune d'infliger des dégâts à son corps. Mune se moque d'Azuma, lui demandant s'il a si peur de bouger, et elle lui dit qu'il est une déception totale. Elle révèle également sa déception face à la réticence d'Azuma à se battre. Azuma rompt enfin le silence, et Mune croit qu'il veut supplier pour sa vie. Cependant, Azuma lui dit qu'elle se trompe car il veut seulement lui dire qu'il ne rampera jamais ni ne suppliera pour sa vie. Azuma ajoute alors qu'il n'aime même pas Mune, et cela envoie une vague de colère à travers son corps. Azuma continue en lui disant que tous ses discours sur les mâles forts et la domination ne le concernent pas. Azuma conclut en disant qu'il n'a pas le désir de se trouver une amante. Azuma se moque de Mune pour avoir pensé qu'elle avait une chance de le contrôler, lui faisant savoir qu'ils sont à des niveaux différents car il est bien plus fort qu'elle. Cela énerve Mune, et elle dit à Azuma de prouver ses paroles en renversant la situation car un mâle qui ne peut l'aimer ne mérite pas d'exister. Elle lance avec colère une attaque magique sur Azuma, et il bloque l'attaque initiale. Cependant, Mune enchaîne avec une autre attaque qui lui lacère la poitrine. Cependant, Azuma n'est pas inquiet car il a réussi ses préparatifs. Mune remarque aussi que quelque chose ne va pas car Azuma n'a même pas essayé de riposter. Juste à ce moment, Azuma sort un cercle magique, et il se prend pour cible du cercle. Mune est surprise de voir cela, et elle pense qu'Azuma est devenu fou car il essaie de se blesser lui-même. Azuma rit alors de Mune, lui disant qu'elle a tout faux car c'est sa solution au problème. Il a trouvé un moyen de briser le piège de Mune, et c'est la seule façon.
Initialement, Azuma était inquiet car il trouvait étrange qu'un archimage comme lui ne puisse pas du tout percevoir la trajectoire d'attaque de Mun. Pour cela, il a déployé dans les airs des mines invincibles dotées de la compétence d'analyse. Pendant que Mun l'attaquait, il analysait l'environnement pour trouver une faille. Il s'avère que l'une des mines a été détruite accidentellement, mais c'est grâce à cela qu'il a pu remarquer une attaque venant d'une autre phase. Il a réalisé que l'attaque était si rapide parce qu'elle l'a frappé alors qu'il était encore en train d'essayer de se ressaisir. Azuma commence à se demander ce qui a pu se passer pour que la vitesse d'attaque de Mun soit supérieure à celle d'un épéiste comme Shion. Cependant, Azuma a réussi à comprendre le truc. Il a remarqué que l'horloge ne fonctionnait pas mal, et que c'était sa perception qui était défaillante. Azuma a compris qu'il était actuellement sous l'influence d'une magie de retardement qui obstrue sa perception. Cependant, le problème est qu'il n'y a aucune trace de la magie lancée par Mun elle-même. Azuma en conclut alors qu'il y a un autre mage qui maintient le sort en permanence. Finalement, il a réussi à comprendre qu'il y a des formes de vie artificielles attachées à son corps, et qu'elles sont toutes les familiers de Mun. Apparemment, Mun avait piégé la douche avec de l'eau mélangée avec ses familiers. Il s'avère que plus les familiers s'attachent à une cible, plus leur perception est retardée, ce qui ralentit leur conscience. Pour le dire simplement, il est devenu si lent que le mouvement de Mun est devenu trop rapide pour lui. Cependant, pour se débarrasser de la magie, il doit se frapper avec un sort qui l'envoie voler. Néanmoins, la direction dans laquelle il est envoyé voler sera la clé pour renverser la situation. Le sort d'Azuma entre en jeu lorsqu'il vole dans la salle de sauna, et son corps s'embrase. Cela brûle à son tour tous les familiers qui sont attachés à son corps, mais en même temps, sa chemise brûle aussi. Azuma confirme qu'il a bien tout compris lorsqu'il regarde l'heure, et réalise que le temps s'est remis à couler normalement. Azuma sourit car la situation vient de tourner en sa faveur. Mun est terrifiée lorsqu'elle réalise que ses créatures magiques ont été brûlées, la laissant se demander comment il a su. Néanmoins, elle pense être en sécurité car il n'a pas remarqué son autre piège. Cependant, Azuma la choque, en lui disant qu'il peut voir qu'elle a les mêmes formes de vie magique sur son corps aussi. Azuma dit que leur effet magique est la vitesse et l'agilité élevée, ce qui est fondamentalement un retard et une accélération. Azuma dit qu'elle est capable de déployer son piège grâce à la synergie de ces deux sorts. Mun est complètement sous le choc quand elle entend cela, car Azuma a pratiquement tout compris. Mun décide alors d'attaquer en premier, et elle lance une attaque à grande vitesse, mais celle-ci ne peut plus rivaliser avec la perception d'Azuma. Mun apparaît derrière Azuma, et elle lance un puissant laser aquatique sur lui, mais il disparaît avant même que l'attaque ne puisse le toucher. Nulle part, Azuma apparaît derrière elle, et quand elle essaie de s'enfuir, elle se rend compte qu'elle n'a aucune chance, car Azuma a déjà couvert toutes ses voies de fuite. Azuma lui fait savoir qu'elle ne peut en aucun cas s'échapper. Il lui fait savoir qu'il va anéantir tout le mana qui l'entoure. Azuma la frappe alors avec une puissante attaque magique qui brise son mana et la laisse sans défense. Mun tombe à genoux et regarde avec horreur son mana disparaître dans les airs. Azuma s'approche d'elle et lui dit que le match est terminé, et la presse de ne plus résister. Soudain, Azuma remarque quelque chose d'étrange. Il se rend compte que Mun est un homme, et il lui demande si c'est de cela qu'elle parlait. Quand elle a dit qu'elle était à sa place dans les toilettes pour hommes. Mun avoue et dit qu'elle peut modifier la forme de son corps en contrôlant l'eau qu'il contient, mais comme le mana a été épuisé, son vrai moi a été exposé. Cependant, elle fait savoir à Azuma que ses sentiments de domination par un homme fort ne sont pas un mensonge. Mun dit à Azuma qu'il est libre de se moquer d'elle, mais Azuma la choque en lui posant une serviette. Azuma s'excuse auprès d'elle, disant que détruire ses vêtements n'était pas son intention. Mun est stupéfaite et n'en croit pas ses yeux alors qu'Azuma s'incline devant elle, en s'excusant. Elle lui demande alors pourquoi il la traite comme une fille et Azuma révèle que le genre ne connaît pas de genre. En fait, il est prêt à l'aider à réparer sa baguette intelligente et Azuma sourit en lui expliquant comment il a pu déjouer son attaque. Le visage de Mun devient tout rouge quand elle réalise qu'Azuma est un gentleman accompli. Azuma lui rappelle alors ce qu'elle a dit à propos de se donner à lui pour tout ce qu'il voudrait s'il parvenait à la vaincre. Puisqu'il a réussi à la vaincre, il lui dit qu'il a un ordre à lui donner. Azuma dit qu'il a des choses qu'il souhaite accomplir à l'académie et il a besoin de son talent pour la conception magique car il est exceptionnel. Azuma expose alors clairement ses souhaits. Il dit à Mun qu'il veut qu'elle quitte le S4 et rejoigne sa faction. Mun rappelle alors à Azuma qu'il a dit qu'il ne l'aimait pas. Azuma le confirme, disant qu'il ne l'aime pas vraiment, mais qu'il aime le fait qu'elle soit téméraire. Cependant, il ne la déteste pas non plus et cette déclaration laisse Mun complètement rouge. Azuma suggère alors qu'ils prennent un uniforme de rechange avant que quelqu'un n'arrive. Il lui fait aussi savoir qu'ils ont des choses dont ils doivent discuter. Tel un enfant surexcité, Mun reconnaît sa grandeur en l'appelant sur Azuma. Plus tard, on voit le directeur de l'académie recevoir son familier dans son bureau. Étonnamment, elle ressemble terriblement au roi d'il y a 3000 ans. Il demande à son familier s'il a pu rassembler des informations utiles pour lui. Le familier projette alors ses découvertes sur l'écran. Le familier a pu capturer le combat entre Azuma et Mun, ce qui choque le directeur.
Dès qu'il voit Azuma, il se rend compte qu'il l'a déjà vu quelque part. Il se souvient qu'Azuma a tenté de se suicider il y a quelque temps, mais après s'être réveillé miraculeusement, il a fait des choses insensées. Move. Après avoir regardé de plus près, le directeur se rend vite compte qu'Azuma est le même d'il y a 3000 ans. Il comprend que la tentative de suicide du jeune Azuma est ce qui a donné au vieil Azuma la chance de se réincarner dans son corps. Le directeur est surpris qu'Azuma soit renaître à cette époque et il en conclut que la chaîne du destin qui les lie a été forgée. Cependant, il est prêt à rompre cette chaîne et à couper les ponts avec Azuma pour toujours. Le directeur est satisfait du travail de son familier et il lui donne une pierre magique de haute qualité fabriquée par le Swaraji Corporation comme récompense. Le familier prend joyeusement la pierre magique et la consomme. Quelque temps plus tard, Azuma est en classe en train de lire ses notes. Pendant que le professeur parle de philosophie, et les pionniers de la philosophie, comme Socrate, il semble que le professeur ne fait que perdre son temps parce que toute la classe est concentrée sur l'élégant Azuma. Au même moment, Lily reçoit un message du club de presse lui disant qu'ils vont interviewer Azuma ce jour même, quoi qu'il arrive. Peu de temps après, le cours s'est terminé et le professeur était simplement heureux que tout se soit terminé sans accroc. Lily lui dit alors qu'elle aimerait lui parler du club de presse. Azuma se rend compte qu'il a mis Lily dans une situation difficile, mais c'était la seule chose qu'il pouvait faire à ce moment-là. Azuma dit alors à Lily qu'elle lui est d'une grande aide et qu'il n'a pas oublié sa promesse de la récompenser. Lily explose presque de rougissement quand Azuma dit cela. Azuma aggrave les choses quand il s'approche d'elle et lui dit qu'il aimerait qu'ils s'entendent encore mieux. Lily accepte, mais elle ne comprend pas ce qu'il veut dire par là. Après avoir dit cela, il se retourne pour partir, tandis que Lily panique là où elle est. Azuma se dirige alors vers la salle d'analyse magique, avec l'intention de créer une magie révolutionnaire ce jour même. Dès qu'il entre dans la pièce, il remarque que quelque chose est différent, et juste à ce moment-là, une fille apparaît devant lui. Azuma reste sur ses gardes jusqu'à ce que la fille s'incline soudainement devant lui, l'appelant son maître, tout en s'excusant de l'avoir fait attendre. C'est à ce moment-là qu'il réalise. Azuma comprend que l'assistante IA autonome qu'il a créée avec toute sa sagesse est enfin opérationnelle. Apparemment, il travaillait sur l'IA comme un projet parallèle pour le développement de sa nouvelle magie. Azuma exprime sa surprise que l'IA soit sortie si rapidement. Il lui touche la joue pour confirmer qu'elle a un corps holographique. L'IA dit alors à Azuma que les simulations sont déjà terminées, et elle lui fait savoir qu'elle peut reproduire des milliers de modèles à l'intérieur de la pièce concernant la nouvelle magie qu'il développe. Azuma est heureux d'entendre cela, et il suggère qu'il commence immédiatement. L'IA s'incline devant Azuma en reconnaissant son ordre. Il s'avère qu'Azuma n'a fait que « Je voulais créer l'IA pour comprendre la magie moderne, mais j'ai fini par créer quelque chose de haut de gamme. » Qu'il ne s'y attendait. Azuma pensait au départ que la magie moderne était nulle, mais après en avoir appris plus, il se rend compte que la magie est en fait décente. Azuma comprend que l'IA va devenir quelque chose de plus puissant et dépendant s'il continue à lui enseigner tout ce qu'il sait. Et pour ce qui est des connaissances générales, il prévoit de compter sur Lily. Après qu'elle ait fini avec l'ensemble de la simulation, elle suggère qu'ils essaient en temps réel. Elle engage l'ordinateur et il commence à calculer tout ce qui est nécessaire. Avant qu'Azuma ne sache que tout le processus a duré jusqu'au bout de la nuit. Azuma est reconnaissant d'avoir été promu au rang A, ce qui lui a donné plus de temps pour rester dans la salle d'analyse magique. C'est alors que l'IA dit à Azuma de prendre au moins 8 heures de repos car son scan montre qu'il est fatigué. Azuma est d'accord avec elle, disant qu'il a été se battant à plusieurs reprises depuis sa réincarnation. Il admet que le monde moderne est très stimulant, et il s'est retrouvé d'une manière ou d'une autre absorbé par lui. Azuma remercie alors l'IA pour le conseil, mais elle ne pense pas mériter d'éloge car elle n'est qu'un code source. Azuma n'est pas d'accord avec elle, disant que sa routine est humaine elle-même, et comme c'est lui qui l'a conçue, il est sûr, c'est cela. Il lui vient alors à l'esprit qu'elle a besoin d'un nom. Azuma se souvient que son GPU était allemand fabriqué, et il décide de prendre un nom allemand pour elle. Après y avoir réfléchi une minute, il opte pour Val, et Val accepte humblement le nom. Elle rougit même, et quand Azuma voit cela, il souligne que c'est une partie de ce qui la rend humaine. Quelques instants plus tard, Val lui dit que la simulation est presque terminée, et à la façon dont Azuma la regarde, il semble que ça va. Pour travailler. C'est alors qu'un message d'urgence arrive pour Azuma. Azuma demande à Val qui est l'expéditeur, et il est choqué quand il apprend que c'est le directeur de l'académie. Le directeur Azuma de venir immédiatement au bureau du directeur, et cela laisse Azuma se demander pourquoi il a été convoqué. Puisqu'il s'agit du directeur, il se dit qu'il ne peut pas ignorer la convocation. Azuma dit alors à Val de continuer la simulation. Il lui dit aussi de lancer un certain programme, code, et après qu'elle est terminée, elle doit envoyer les matériaux à Azusa en son nom. Val reconnaît l'ordre et lui donne les indications pour se rendre au bureau du directeur. Alors qu'il s'éloigne de la pièce, Azuma ne sait pas qu'il est observé par le familier du directeur. Dans un flashback il y a 3000 ans, on voit des guerriers affronter les créatures d'un autre monde, les Oméga. Les guerriers ont perdu des tas de camarades, mais ils refusent de reculer car s'ils le font, le royaume va souffrir. Soudain,
l'ennemi commence à se préparer à une attaque coordonnée, qui anéantirait les guerriers obstinés. Même face au danger, les guerriers restent fermes, et juste au moment où ils s'apprêtent à rencontrer leur créateur, Azuma apparaît de nulle part, bloquant l'attaque et anéantissant les Oméga en même temps, en utilisant une force dévastatrice. Quand la poussière retombe, les guerriers le remercient pour son aide, et il leur dit de rapporter la situation au Sénat. Azuma regarde autour de lui, et il se réprimande de ne pas avoir pu sauver les guerriers morts. Quelques instants plus tard, ses subordonnés le rejoignent sur le champ de bataille. Les 4 sont aussi furieux d'être arrivés en retard, ce qui a causé la mort d'innombrables guerriers. Azusa suggère alors qu'ils se consolent en se disant qu'ils ont anéanti les envahisseurs. Nune exprime son inquiétude à propos des créatures car elle ne les trouve pas dans l'encyclopédie magique. Shion révèle que les créatures sont apparues de nulle part, comme si elles venaient d'un autre monde. Azuma dit alors à ses camarades qu'ils doivent rester vigilants face à ces envahisseurs agaçants. Soudain, le roi, Mel, apparaît sur les lieux pour louer leurs grandes œuvres. Azuma s'incline immédiatement devant lui pour l'accueillir, et le roi l'exhorte à se relever. Azuma exhorte le roi à quitter la zone car elle est dangereuse, et Mel l'assure qu'il en est conscient. Mais il doit voir la situation de ses propres yeux. Et il remercie Azuma pour son aide, parce qu'il a pu voir les envahisseurs de ses propres yeux. Azuma révèle que tout s'est passé exactement comme Mel l'avait dit, et même s'il y a eu des victimes, les envahisseurs ont été arrêtés. Mel félicite Azuma pour son excellent travail, et il remarque soudain qu'il est coupé au bras. Azuma lui dit de ne pas s'en inquiéter car ce n'est qu'une égratignure, mais Mel l'ignore. Il déchire une partie de sa robe et l'utilise pour envelopper son bras, choquant Azuma. Mel dit à Azuma que comme il n'a aucun pouvoir, à part sa prescience, aider Azuma n'est pas un problème pour lui. Mel mentionne que c'est son travail de protéger les gens du royaume avec son pouvoir. Apparemment, il y a une légende dans le royaume sur le bâton magique et le livre de la sagesse. Mel croit qu'Azuma est le bâton, tandis qu'il est le livre. Azuma est honoré par les paroles du roi, et Mel lui fait savoir qu'il compte sur lui. Maintenant, à notre époque, Azuma se demande pourquoi il se souvient de ce souvenir alors qu'il se rend au bureau du directeur. Quelques instants plus tard, Azuma arrive au bureau, et on lui dit d'entrer. Cependant, il est surpris quand il entre dans le bureau pour voir qu'il n'y a personne. Soudain, un cercle magique apparaît en dessous et il se retrouve dans un autre endroit. Il réalise qu'il vient d'être envoyé ailleurs grâce à la magie de téléportation. Il essaie encore de comprendre sa situation quand il voit le familier du directeur, qui le fixe au loin. C'est alors qu'Azuma réalise enfin qu'il est tombé dans un piège.